Bonjour à tous. Je suis content de voir autant de monde intéressé par Vue.js. C'est toujours super de voir que ça attire du monde. C'est la première fois que je viens à un JUG, ma première fois ever, un Java User Group. Il faut dire qu'à Paris, les meet-ups, c'est beaucoup moins bien organisé, hein. Voilà, en général, hein. Il y en a beaucoup plus. La quantité, c'est surtout la quantité et pas la qualité, je dirais. Moi-même étant organisateur. Euh, alors, apparemment, on aura pas mal de temps, plus de ce que je pensais. Je pense que si vous avez des questions au milieu du talk, vous pourrez sûrement lever la main si vous pensez que c'est pertinent et que d'autres gens peuvent y participer. Et comme ça, j'aimerais savoir combien d'entre vous font du Vue tous les jours déjà. Ok, quand même quelques-uns. Alors, qui n'a même pas ouvert les docs de Vue.js? Ok. Donc, pas de souci pour vous, on passera sur les concepts de base et je pense qu'on aura même le temps de parler un petit peu sur la doc, de voir qu'est-ce que c'est le binding, comment ça marche, parce que bon la plupart du talk est quand même abordable pour n'importe qui. Si je me retrouve à parler pendant 5 minutes sur des slides où je vois des concepts de base, ça risque d'être assez chiant pour d'autres. Alors que si je parle pendant un petit moment en dehors des slides, vous pouvez toujours déconnecter pendant ces 2 minutes et revenir après sur ce que je dis. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Vue, mais non pas de Vue la librairie, mais Vue l'écosystème. Pour me présenter, je m'appelle Eduardo, donc je suis espagnol à la base, j'habite à Paris. Je fais partie de la core team de Vue.js, j'organise le meet-up à Paris si jamais vous voulez venir parler de Vue. Et je suis l'auteur de Vuefire, Vuexfire, Vuepromise et d'autres librairies. Principalement sur Vue, je m'occupe plus de Vue Router. Si je vous ai fermé une issue un peu de façon rude, je suis désolé, mais pensez que on voit beaucoup d'issues tous les jours et certaines pas si plaisantes que d'autres. Et c'est dur d'être correct tous les jours. Je suis freelance, j'ai été avant un lead teacher à Ironac, voilà, et vous pouvez me trouver sur internet au nom de Posva, et non pas Eduardo Saint-Martin-Morotte, qui est beaucoup trop long bien sûr pour un user. Ok, donc pour commencer dans le sujet, Vue au début ça avait commencé comme une petite librairie qui faisait que ça, qui faisait la librairie pour la partie Vue de ton application. Et au fur et à mesure que ça a évolué, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus gros. Aujourd'hui, on compte quand même énormément de stars, pas mal de millions de téléchargements par mois. Je sais pas si c'est par semaine, non c'est par mois quand même. Sans compter les téléchargements chinois qui passent toujours en dessous du radar. Et je peux vous en dire, il y en a un paquet. Mais si aujourd'hui c'est devenu ce que c'est parce que à la base, bien que c'était une librairie, ça a évolué en tant qu'écosystème. Il y a beaucoup plus de choses qui sont venues avec. Donc aujourd'hui, si vous voulez faire une SPA avec Vue, vous posez même pas la question. Vous savez que vous avez le routeur à côté qui est officiel pour avoir le lien entre l'URL que vous avez et la page que vous voyez. Si votre application devient de plus en plus compliquée et vous avez votre état qui s'éparpille dans vos composants, vous savez que vous avez Vuex ou Vux, selon le nom que vous préférez, pour avoir votre état centralisé à un seul endroit. De la même façon, si vous avez un bug qui est un peu difficile de traquer, vous avez des DevTools officiels, surtout depuis la dernière mise à jour, elle commence à être vraiment puissante, qui vous permettent qui vous aident en fait au débugage de vos applications, tout simplement. Et si vous voulez tester des composants, vous avez VueTestUtils, donc c'est une solution officielle pour les tests, et ainsi de suite. Si vous voulez créer une application, vous utilisez CLI, qui d'ailleurs maintenant a une nouvelle version en bêta. Si vous voulez avoir du tooling, vous avez Vecture, qui est du coup pour VS Code, et plein d'autres choses. Et tous ces projets ont quelque chose en commun. Alors, en plus d'être bien sûr liés à Vue directement, ça c'est assez obvious, elles sont développées par la même équipe, pas tous les paquets développés par exactement les mêmes personnes, mais on est tous regroupés, on communique entre nous, on sait qu'est-ce qui se passe autour, et on essaye de donner notre input pour améliorer les librairies. De plus, c'est sur la doc, du coup on a beaucoup plus on est plus exposé, on va dire, c'est-à-dire que les gens vont le voir plus rapidement. Si jamais ils vont en train de chercher quelque chose, généralement ils vont commencer par la doc de Vue, et ils vont les voir dans la doc. Et bon, ensuite, c'est vrai que s'ils cherchent sur Google router Vue, ils vont tomber sur Vue Router. Donc ça aide aussi pas mal. Mais ce qui est bien, c'est que on peut approcher ça de façon assez progressive. Et c'est un truc que je vais répéter plusieurs fois pendant la présentation. Parce que si on commence avec Vue, c'est assez facile de commencer.
Donc on prend une page HTML normale en fait. Bien sûr, j'ai omis plein d'éléments du header, notamment la responsiveness, tout ça, mais qu'il faudrait normalement rajouter, mais ça serait beaucoup trop. Donc on commence par rajouter vue, donc on utilise un CDN. J'ai mis une package parce que ça fait un lien très court. C'est pas parce que c'est le meilleur ou parce que normalement il faudrait fixer la version aussi. On écrit notre HTML, donc ici on va voir la syntaxe de moustache qui doit parler, même si vous n'avez jamais fait de templating avec Vue, vous pouvez vous imaginer à quoi ça sert. Et ensuite on a le JS à côté qui va nous dire, on crée notre instance Vue et on la branche à un élément. Donc je pense que là je vais parler un petit peu des choses vu qu'il y a des gens qui l'ont jamais vu. Donc ça c'est le Hello World de Vue.js. Ce que vous voyez maintenant, c'est ce que vous voyez dans la doc aussi pour commencer. Et les moustaches que vous voyez, donc les moustaches, les doubles accolades à l'intérieur de la division avec un ID app, en fait fait référence à la data qui se trouve dans la propriété data dans le script. Et en fait si vous voyez la valeur de message est hello, donc ça veut dire que quand Vue.js va passer par-dessus, il va écrire hello dans l'HTML. Il va remplacer cette double accolade, ces moustaches, par le texte en question. Si on regarde un peu plus dans notre script, on fait new view pour créer une instance de Vue.js. On verra que à peu près tout enfin pas à peu près tout, les composants aussi c'est des instances en Vue. L, ça veut dire élément, et c'est un sélecteur en fait qui va dire on veut se brancher sur cet élément. C'est aussi quelque chose qui est bien pour Vue, c'est qu'on peut brancher progressivement Vue sur plusieurs endroits de notre application, remonter au fur et à mesure et faire des migrations progressives. Pas le plus facile à faire dans la vie, bien plus compliqué qu'une single page application, mais c'est faisable. Et quoi d'autre, et c'est tout. La data, ça va être l'état de notre application. Alors ici, on a une seule instance Vue, bien sûr, sur une application plus complexe, on verra qu'on peut diviser, redécouper cette data en plusieurs éléments. Mais ce qui est important à voir, c'est que tout ça, ça rend Vue très approchable. Alors, on dit pas ça en français, je crois. Facile à aborder, abordable. Donc c'est vraiment abordable. On peut commencer avec un fichier HTML, et ça, on peut pas le dire de tous les frameworks, malheureusement, ou du moins pas facilement. On peut commencer avec React et faire un pur HTML, mais bon, sans JSX, vous allez quand même être un peu perdu. Et en Angular, je crois bien qu'on peut pas. Bon, il faut absolument utiliser le CLI pour se lancer. Du coup, ça c'est bien, savoir que Vue est abordable c'est bien, c'est une des raisons pour lesquelles les gens viennent et commencent à utiliser Vue, mais comment on garde les gens? Qu'est-ce qui fait que les gens restent et continuent à utiliser Vue? Et donc il y a qu'est-ce qui le rend en fait scalable comme on dit en anglais, donc qu'est-ce qui nous fait monter à l'échelle? Donc on a un format que certains n'aiment pas, d'autres adorent. Moi je fais partie des personnes qui adorent bien sûr. Donc c'est le format Vue qui est pas très visible. Alors ce format Vue, c'est ce qui va nous permettre de déclarer nos composants. Donc si vous avez jamais fait de librairie front dans les dernières 3-4 ans, les composants ça va être l'unité de composition de nos applications. On va sous-diviser notre application en composants et on va pouvoir les réutiliser à plusieurs endroits. Et généralement ces composants ils sont isolés des autres composants. Et c'est aussi le cas chez Vue. Et chez Vue on va toujours passer par des composants.vue ou des fichiers JS des fois aussi, dans lequel on va retrouver 3 morceaux. Donc ça va être la première partie, ça va être le template, l'HTML en fait qui définit notre composant. La deuxième partie, ça va être le script, donc en gros ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez l'objet on fait un module export d'un objet. Cet objet c'était presque exactement, donc ça va pas ensemble je sais, ce qu'on avait passé à NewView à la base. Donc pourquoi? Parce que toute instance Vue, tout composant Vue est aussi une instance Vue. C'est pour ça qu'on retrouve cet objet qui se répète. Et en dernier lieu, on a le style, donc le CSS qu'on va appliquer à notre composant, avec scope, ou d'autres choses. Le fait est que on pense que utiliser un fichier Vue, on est en train d'aider au développement. Et l'argument qu'on trouve souvent ce que les gens pensent qui n'est pas une bonne idée, c'est ils se disent utiliser un fichier .vue, on est en train d'aller contre la séparation de concepts, parce que de concepts. On est en train de mettre du JS avec du HTML, avec du CSS. Et nous on trouve qu'au contraire, en fait on va contre la séparation de type, peut-être, parce qu'on sépare du HTML, du JS, on sépare pas du coup le JS, l'HTML et le CSS, mais par contre on est en train de regrouper le même concept, qui est un composant. Un composant finalement c'est une brique qui va
qui va construire notre application. Et ce composant, c'est pas que de l'HTML ou que du JS, c'est l'ensemble des trois choses. JS, HTML, CSS, donc le style en fait du composant. Donc ça c'est voilà petite parenthèse sur les formats vus, fichiers vus pardon, qui est assez pratique et qui aide un peu à monter à l'échelle. Par rapport au concept d'être abordable, ce qui rend Vue vraiment abordable au-delà du Hello World qui est facile à mettre en place, de commencer sur index.html, c'est son système de réactivité. Alors, donc tout ça c'est bien sûr c'est présent sur n'importe quel framework front qu'on utilise aujourd'hui, mais sur Vue ça se voit vraiment, comment on dit en français, ça brille par son excellence. Donc c'est vraiment facile à utiliser, on n'a pas besoin d'apprendre de nouvelles API, on va manipuler notre donnée très naturellement et c'est ça qui rend tout très agréable. Alors, à la base, l'idée donc de la réactivité et de la déclarativité, c'est de pouvoir dire je vais mapper l'état, donc la donnée qui représente mon application. Alors le truc le plus simple pour moi c'est de définir des jeux vidéo, alors des jeux de cartes ou des jeux de société c'est le plus simple. On va définir notre deck, les mains des joueurs par exemple, ça c'est l'état qui définit notre application. Et on dit, selon cet état, j'aimerais avoir tel HTML qui s'affiche, en faisant des boucles sur la donnée. Et vous avez tous probablement fait ça, dans n'importe quel, peu importe le langage que vous faites, si vous faites du web, vous avez forcément fait ça. Donc, l'idée de Vue, c'est de se mettre au milieu entre l'état et la vue, et de créer les connexions entre ces deux entités pour faire en sorte que si l'état change, l'HTML reste toujours à jour par rapport à cet état. Et qu'on ait plus à se soucier de comment mettre à jour l'HTML, mais plutôt de comment je mets à jour ma donnée et qu'est-ce que je mets à jour dans ma donnée. Et faire en sorte que tout soit connecté correctement. Alors pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, quand je parle de ça, j'ai l'impression un peu de dire des choses très simples, mais on se souvient pas souvent qu'il y a quelques années, quand on voulait faire des pages dynamiques, généralement c'est avec du jQuery, et on liait un petit élément dans un autre élément, un input, et on changeait notre état qui était quelque part. Hop. On changeait notre état qui était quelque part. Et à chaque fois qu'on avait une interaction qui changeait l'état, il fallait s'assurer que tous les autres parties de notre application qui dépendaient de cet état soient aussi, elles, mises à jour. Et bon, je veux pas pointer, mais en effet, jQuery était vraiment un gros problème pour ça. On se retrouvait très vite avec du code spaghetti dès qu'on voulait faire quelque chose qui soit un petit peu dynamique. Et c'est là que rentre en jeu le code déclaratif. C'est ça qui fait qu'avec Vue, on arrive à faire des applications plus facilement et qu'on se mêle pas les pinceaux à avoir du code qui se met à jour à un côté mais pas dans un autre. Et zut, on n'avait pas prévu ce cas particulier. En plus, on n'a pas de test parce que c'est 2009 et on n'a pas de test en front. Bon, bref. Etc. Alors, petite intro, maintenant qu'on a vu le Hello World, ouais, ça passe. Sur Vue, il y a pas mal d'attributs qui apparaissent, ils vont tous commencer par v-quelque chose, c'est ce qu'on appelle des directives. Alors, très différent des directives AngularJS, s'il vous plaît, ça n'a rien à voir. Et en fait, ces directives vont nous permettre de contrôler ce qu'on affiche, en fait. Qu'est-ce qu'on va afficher en fonction de la donnée. Ici, la directive c'est celle de VIF en anglais, VIF en français, et comme vous pouvez l'imaginer, ça va enlever ou mettre l'élément dans le DOM selon le contenu de l'expression qu'on y passe. Ici, isLoggedIn, on imagine que ça vient de la donnée, et on imagine que ça peut être une variable qui est à true ou à false, ou comme c'est du JS, ça peut être un objet, ça peut être nul, ça peut être autre chose. Username, de son côté, ça sera sûrement le nom d'utilisateur qu'on va afficher tel quel sur une navbar. Alors bien sûr, navbar, logo, navbar user, navbar group, navbar button, c'est des composants qu'on a définis qui ont leur propre style, leur propre HTML et leur propre JS peut-être d'interaction quand on clique quelque part. Et l'autre chose qu'on voit, c'est le VELSE, donc qui est adjacent au VIF, et du coup, vous comprenez probablement qu'est-ce que c'est, parce qu'on a tous fait du VIF, enfin du IF et du ELSE dans tous les langages possibles. Peut-être quelques langages fonctionnels n'ont pas de IF et ELSE. Et si vous préférez faire du JSX, on vous en voudra pas.
C'est possible avec Vue.js aussi. Alors le code du coup à moins que vous ayez fait un peu de JS, va être un peu plus obscur. Il y a une ternaire et les accolades nous permettent de mettre du JS au milieu de notre HTML. Sauf qu'en fait c'est à l'envers, c'est l'HTML qui est dans le JS. C'est ça la petite truc particulier du JSX. Sinon c'est le même code écrit en JSX au lieu d'un template Vue. Si vous avez jamais fait du templating en Vue, je vous conseille vivement de l'essayer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent et disent ah j'ai pas de JSX sur Vue, j'ai pas envie. Et on leur dit bah non tiens regarde tu fais du JSX, c'est pareil, c'est la même chose. Ils disent ok bon. Mais finalement ils restent sur du JSX sans vouloir essayer les templates en Vue, alors que finalement du JSX, du template Vue ou du Twig, du Blade ou Blaze, je sais pas comment il s'appelle, ça reste un langage de templating en fait. Certes, le JSX est très très proche du JS, c'est-à-dire on imbrique du JS, on utilise beaucoup le JS à l'intérieur et il est très dépendant du JS, mais ça reste un DSL, un langage qui est propre au domaine du web en fait. Et du coup, pour revenir à ce qui rend assez magique la réactivité chez Vue, c'est que quand on crée notre instance Vue, on va par exemple créer l'username ou un tableau de messages, et si on veut modifier la donnée, on la modifie comme d'habitude, comme si on faisait du JS normal. Donc on va changer la variable username à Jocelyn par exemple, ou on va push dans un tableau de messages un nouvel objet. Et si on utilise les messages ou l'username dans notre template, ça sera mis à jour automatiquement. Que ça soit un vFor, donc vFor c'est bien sûr le for dans Vue pour les templates, que ce soit un VIF ou une simple moustache, interpolation, ça marchera de la même façon, ça sera re-rendu et ça sera automatiquement mis à jour sans qu'on ait besoin de se soucier de quoi que ce soit. Donc on a fait c'est un très rapide overview de pourquoi Vue est abordable, mais du coup maintenant on va parler de pourquoi on peut scaler avec Vue. Qu'est-ce qui le rend du coup, comme on aime l'appeler, le framework progressif. Alors, on voit souvent un schéma, vous avez peut-être vu ce schéma, bon, je pense que si vous avez vu le schéma, vous allez reconnaître direct le schéma. On aime l'appeler le framework progressif parce qu'on peut adapter au fur et à mesure qu'on développe notre application les différentes couches qui composent notre application grande échelle, ou votre startup si vous voulez l'appeler comme ça aussi. Donc au début, vous commencez par le declarative rendering, c'est ce qui va faire que vous avez des choses qui changent dans la page dynamique quoi. Donc tout le monde commence par ça. Ensuite, vous allez vous rendre compte, j'ai besoin d'avoir des composants qui vont structurer un peu mieux mon application. Donc vous créez des composants, vous divisez, vous avez du code un peu plus propre, vous réutilisez, vous êtes content. Vous rajoutez ensuite du routing, donc vous avez VueRouter notamment, mais pas que, qui vont vous permettre de dire sur telle URL, j'affiche un composant qui est ma page, et si je clique ici, je change d'URL, etc., etc. Et ça va plus loin, donc vous avez le state management, donc ça c'est Vuex pour gérer la donnée de votre application. Et vous avez aussi le système de build, aujourd'hui Webpack et Babel, plus que rien d'autre, qui va vous permettre d'avoir la gestion des polyfills, si vous voulez supporter des navigateurs assez pourris comme IE, si vous voulez avoir du soft caching avec des noms en chat qui sont mis dans les fichiers, vous pouvez faire du tree shaking si vous avez de l'ES6 partout, etc. Mais ce qui est bien avec ces couches qu'on voit, c'est qu'elles sont pas dans un ordre particulier, même si on les place comme dans un ordre, et le concept de couche a quand même un ordre. On peut sauter des couches. C'est-à-dire que si on n'a pas besoin de state management, on met pas de state management. Si on n'a pas besoin de routing, on met pas de routing. Si on veut pas avoir notre config Webpack au début, parce ou à un certain moment on n'a pas besoin d'avoir tout ça, on peut rester sur les deux premières couches qui sont déclaratives et les composants. Et comment on fait ça? Et personnellement, il y a pas mal de façons bien sûr. Personnellement, j'aime bien utiliser certains programmes. Alors cette slide est un petit peu maintenant out of date, vu qu'il y a le nouveau CLI de Vue qui est encore en bêta, mais qui marche quand même correctement, qui permet de faire à peu près la même chose. L'idée c'est, on commence notre application, et donc on peut jouer sur un fichier HTML, etc. Mais si jamais vous avez déjà fait une application en Vue,
vous avez forcément fait du Old Module Replacement, donc en fait c'est quand votre page, au lieu de se recharger quand vous changez quelque chose dans votre code, elle remplace uniquement le contenu qui change. Alors comme expérience développeur, il n'y a pas mieux. Je crois qu'il n'y a pas mieux pour le moment. Peut-être dans le futur on a un truc dans le temps qui marche correctement et non pas que pour le state. Mais c'est vraiment exceptionnel. Du coup c'est dur de revenir en arrière et dire ah je reviens sur un fichier index.html, j'ai écrit mes templates sur une chaîne de caractères, ça c'est quand même assez exceptionnel aussi. Et donc on se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas avoir à écrire notre config webpack qui est quand même un peu lourde et développer mes applications, mes composants vus. C'est moi ce que je veux, c'est développer mes composants vus très rapidement. Donc il y a des utilitaires comme Poi, donc qui est développé par Egoist, qui est un membre de la core team, qui fait des trucs assez impressionnants. Et ou sinon, maintenant il y a le CLI aussi qui permet de lancer un projet en cachant la config webpack. On peut la regarder dès qu'on veut en utilisant une commande inspect, mais on peut la cacher si on veut sans problème. Alors l'intérêt de Poi, c'est que c'est un petit programme qu'on installe en global. On a nos fichiers, nos fichiers .vue d'ailleurs, on peut créer nos fichiers .vue, on les utilise, on a le tooling et tout qui vient de Vector, qui marche correctement. Et on fait poi index.js et hop, on a un serveur de développement qui marche avec le hot reload, les fichiers .vue qui sont compilés correctement, etc. Et du coup, après, on arrive à des concepts un peu plus... on arrive au routing, on se dit, est-ce que j'ai besoin de rajouter du routing à mon application? Parce qu'on est en train de créer notre POC, et au début, on s'amuse bien, tout est sympa, et dès qu'on veut rajouter d'autres librairies, on se rend compte que il y a quand même un coût à rajouter ces librairies, et on se demande toujours, est-ce que j'ai besoin de rajouter ce coût maintenant? Et la plupart des fois, on commence même sans se poser la question, on dit bah non, on n'a pas besoin, et on teste les trucs à gauche à droite. Alors, est-ce que j'ai besoin d'utiliser du routing? Alors, si vous avez un code très caricatural quand même, mais du genre avoir des if, else pour toggler des composants à la racine de votre page, bah il se peut que oui, vous avez besoin de trouver une solution un peu plus adaptée. Pas forcément d'utiliser VueRouter, mais d'utiliser quelque chose plus adapté. Ça me rappelle un peu l'exemple de code où vous avez plein de if ou un switch case qui est gigantesque. Autant utiliser des fonctions dynamiques ou selon le langage des pointeurs, etc. Alors est-ce qu'on peut faire plus simple? Oui, bien sûr, heureusement. On peut avoir, donc ça c'est un routing très basique avec quelques petites parties qui sont omises. Donc sur la gauche, on va voir une nouvelle directive pour les gens qui ne connaissent pas, c'est Vion. Ça permet de se binder, donc de binder, c'est pas vraiment en français, mais d'écouter un événement natif du DOM. Donc ici c'est le clic, l'événement clique sur le lien, et on peut exécuter du code à l'intérieur. Donc on voit qu'entre les guillemets doubles, on voit currentView égale home, la chaîne de caractères. Et si on regarde currentView, ça fait référence à la variable qui est dans data, qui est initialisée à home. Et on a pareil pour le lien about, et à la fin, enfin juste après, on voit component vbind is currentView. Alors vbind, c'est ce que donne vie aux attributs en vue. Ça permet de non seulement de les rendre réactifs, donc de dire dès que la variable change, ça va se mettre à jour automatiquement, mais aussi de les connecter à une variable qui est du JS et non pas une chaîne de caractères. Parce qu'on se souvient qu'en HTML, tout est une chaîne de caractères. L'attribut is, bien sûr, n'existe pas. C'est un truc propre à Vue qui permet de dire j'ai un composant dynamique. Donc tu peux avoir le composant avec tu peux avoir n'importe quel composant sans avoir à faire aucune manip bizarre. Et component, bien sûr, c'est aussi un truc particulier de Vue, même si quoique ça va être dans la nouvelle spec des web components, mais bon. Et le seul truc qui est pas sur l'écran, c'est les composants home et about, parce que finalement ça va être juste des composants qui vont afficher le contenu des pages en question. Ce qui est important, c'est de dire j'ai tel composant home, j'ai tel composant about, et comme on les déclare globalement, on peut sur la gauche dire je vais affecter la string home qui en fait est un composant, et comme après j'ai mon binding sur l'attribut is qui fait référence à ce nom, il va automatiquement switcher le composant par la page qu'on est en train de visiter. Bien sûr, ça change pas l'URL. Mais si on veut changer l'URL, et si vous pouvez vous permettre de ne pas supporter IE,
Non, IE9, IE10 ça marche. Vous pouvez utiliser l'API HTML5 de History, donc c'est la partie que vous voyez ici. Alors là, il y a un petit peu plus de code avec quelques nouveaux trucs. Oh pardon, avec quelques nouveaux trucs pour les gens qui n'ont jamais fait de vue. Donc au début, j'ai créé une petite association avec un dictionnaire en disant si je vais sur slash, j'aimerais avoir le composant home, mais cette fois-ci, je passe la variable, donc le composant en question, et non pas la chaîne de caractères, comme vous pouvez le voir. Et pareil pour about. Ici, j'ai mon application vue que je lance sur un élément avec un ID app, comme avant. Et dans data, je vais voir que je vais garder non pas le composant que j'affiche, mais la route sur laquelle je suis en ce moment. Et vu que ce code s'exécute à la création de l'application, j'initialise cette valeur avec l'URL, enfin pas l'URL, mais l'URI, donc la partie qui est après le domaine, pardon, de l'URL. Donc c'est window.location.pathname. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va avoir une compute property. Alors, les compute properties, c'est un des trucs les plus pratiques sur Vue, qu'on ne retrouve pas dans d'autres librairies. C'est le fait de se dire, moi j'ai ma donnée, qui vient peut-être de la base de données ou de n'importe où, mais quand je l'utilise, quand je la consomme dans mon template, quand j'ai besoin d'afficher quoi que ce soit, j'ai besoin d'avoir un point de vue un peu différent. J'ai besoin d'avoir une donnée dérivée. Donc en fait, ce qu'on va utiliser, c'est une compute property. Ça se traduit par une fonction qui va retourner une valeur, et dans cette fonction on va pouvoir utiliser, on va pouvoir référencer, comme vous voyez, current out, donc qui est ici dans la data, et les routes, donc le tableau qu'on avait en haut, ou not found, qui est encore une partie que j'ai pas mise, mais ça serait la page de 404 que vous voulez afficher, quoi. Et du coup, dès que la valeur de current route change, cette valeur de viewComponent sera recalculée, mais sera recalculée une seule fois, sera mise en cache, et ça sera un peu optimisé. Pour ce coup, je dis un peu parce que ça va pas changer grand chose. Mais quand vous avez des fonctions un peu plus compliquées, ça change en effet quelque chose. Et finalement, on a une partie méthode. Donc une méthode, c'est là où on peut rajouter des fonctions qu'on peut invoquer depuis le template. C'est simplement ça. Et on a une fonction goTo avec un path qui nous permet de dire, je change le path, la valeur de current route vers là où je veux aller, et j'utilise l'API d'HTML5 de History pour changer l'URL aussi sur la barre de navigation. Donc c'est sympa, ça marche, on a l'URL qui se met à jour et tout, mais bon, on se dit, oui, vas-y. Ah, la seule différence, c'est que la première version n'a pas une relation avec l'URL, et la deuxième, elle l'a. Ah, d'accord, par rapport à ça. Alors là, il y a deux différences. La première, ça va être que la compute ici, ça va être une chaîne de caractères. Dans l'autre, c'est une chaîne de caractères, dans celle-là, c'est le composant en question. Parce que si tu regardes, ça va être une string qui va contenir slash about, et du coup ici, on se retrouve avec le composant en question. Du coup, on retourne le composant, au lieu de retourner la chaîne de caractères qui représente le composant. La différence, c'est que dans l'autre exemple, on était obligé de déclarer les composants globalement. Et ici, non. Ici, on peut garder le même code HTML qu'on avait, ça marchera toujours. Parce que l'attribut is peut accepter soit une chaîne de caractères, soit un objet qui décrit un composant. Et on évite du coup de polluer le namespace global de composants, si on veut. Est-ce que ça répond à... Super. Alors, tout ça, c'est sympa, mais... Donc il manque la partie HTML. On aimerait pouvoir faire aussi, on a les liens, quand on clique on va sur slash, quand on clique sur about, on va sur slash about, donc on appelle nos fonctions goTo. Et vous voyez que le reste est exactement le même qu'avant en fait, enfin le composant qui n'a pas changé. Avec ça il y a un problème, c'est que si je clique sur un lien, ça va quand même recharger la page, parce que le comportement par défaut d'un lien, c'est recharger une page, enfin aller vers une page. Sur Vue on a un concept assez pratique qui s'appelle les modifiers. Les modifiers c'est des petits morceaux qu'on peut rajouter à la suite d'une directive, donc c'est le point prevent qu'on voit ici, qui nous permettent de modifier le comportement par défaut des directives en question. Donc selon la directive, que ce soit vbind, que ce soit von ou autre, on va avoir des comportements différents. Prevent, ça va tout simplement appeler event.preventDefault. Alors moi je sais pas vous, mais quand je faisais du jQuery, j'appelais ça tellement souvent que c'était presque un réflexe des fois d'écrire event.preventDefault à la première ligne. Et avoir juste à écrire .prevent au début est facile d'enlever
c'est quand même un gros plaisir. On peut aller encore plus loin dans notre custom routing si on veut. Et on peut en fait rajouter des fonctions dans le prototype de vue. Alors pour ceux qui ont peut-être pas fait autant de JS, le prototype c'est comment le définir? C'est quand même un concept assez unique, assez particulier pour Vue d'ailleurs, pour JS. Ça nous permet de rajouter c'est comme si on rajoutait des fonctions dans la classe, si on parle dans un concept de classe, de façon dynamique. Donc bien sûr, ça n'existe pas. C'est pour ça que ça s'appelle du prototypage. Et dans les faits, ce qu'on a, c'est on a accès à cette fonction $goto dans n'importe quel composant, parce que tous les composants sont des instances de la classe vue. Et du coup, cette fonction, elle a été rajoutée sur la classe, et elle est accessible sur les instances, n'importe où dans l'application. Du coup, ça fait que on va pouvoir écrire... Ah, j'ai sauté quelque chose? Non. On va pouvoir écrire $goto à la place de goto. Alors il y a un petit truc qui marche pas super ici, c'est le this.currentRoute, parce que c'est lié quand même à l'instance du composant, donc ça marche pas exactement. Mais bon, je veux pas non plus rentrer trop dans les détails, et ça va avoir du sens, parce qu'on se rend compte que faire une surcouche sur VueRouter, déjà VueRouter est assez léger, donc ça vaut peut-être pas trop la peine. Alors comment on migre, si on a commencé quelque chose d'assez simple, sans URL peut-être, ou en utilisant une solution semblable, comment on migre vers VueRouter? Alors c'est assez straightforward, je dirais. On va passer nos fichiers nos composants, notamment nos pages, on va les transformer en fichiers.vue pour dire chaque page c'est un composant. On va créer notre instance de router, donc c'est aussi une classe qu'on doit instancier, et on va avoir un tableau de routes dans lequel on va définir dans l'ordre les différentes routes qu'on veut, avec l'URL qu'on veut, le composant qu'il a défini. Ça ressemble un peu à ce qu'on a fait, mais il y a plus d'options bien sûr. Et on finit par injecter le router dans la racine de notre application, là où on fait New View. C'est là où on va mettre le router en haut et on va dire il sera appliqué partout. Alors pourquoi migrer? Pour plein de raisons. Déjà parce qu'on a une architecture qui est plus simple, on a comment on appelle ça en français, les gares de navigation, qui nous permettent d'éviter de faire des navigations vers des pages où l'utilisateur n'est pas censé y être. C'est surtout de l'expérience utilisateur plus qu'autre chose. Il n'y a pas de sécurité dans le front-end finalement. C'est très facile de faire du code splitting quand on a du router. Il suffit d'utiliser l'import dynamique de Webpack et c'est presque tout. Il y a aussi le support de navigateur si vous voulez supporter IE9 par exemple. Ça c'est un peu compliqué sinon. Et bien sûr plein d'autres raisons que vous pourrez trouver sur les liens. À chaque fois c'est des liens cliquables. Quand est-ce que le faire? Aussi vite que possible. Pourquoi? Parce que on gagne pas grand chose en fait à faire une abstraction sur le router. Donc c'est pratique si on fait un petit POC sur lequel on veut pas évoluer. Mais si on veut vraiment scaler, on va vouloir passer sur du router assez rapidement. Ok, passons à un sujet un peu plus intéressant, le state management, qui lui pour le coup est un peu plus compliqué, à savoir quand est-ce qu'on passe ou pas sur une solution de state management. Alors déjà, pourquoi on a un problème avec le state management? On a un problème avec le state management à cause des composants. Donc c'est la même chose qui nous aide à créer notre application, et aussi un frein pour la gestion de notre état. Pourquoi? Parce que les composants sont définis en arbre, comme l'HTML en fait. Du coup, la seule relation qui existe entre deux composants, si elle existe, c'est une relation de père à enfant, enfin de parent à enfant. Et du coup, la seule communication possible, c'est via ce canal. C'est-à-dire, on va passer, dans la pratique, si vous avez fait un peu de Vue ou même du React, c'est la même chose. Ah non, en React, il n'y a pas d'événement. On va passer des props vers le bas, donc on va dire, on donne de l'information, donc si je suis à la racine, je vais passer des props pour les composants et dire voilà ta donnée que tu peux afficher. Et si jamais l'enfant veut communiquer avec le parent, il faut qu'il émette des événements et dire voilà, il y a eu ça qui s'est passé, tu devrais changer telle donnée, par exemple. Et le parent, il fait comme il en veut. Du coup, quelques solutions pour pouvoir éviter de mettre en place Vuex depuis le début. Alors pourquoi éviter de mettre Vuex depuis le début? Parce que c'est quand même super verbeux en fait. Si vous mettez Vuex sur une application, vous remarquerez tout de suite. Je vois des gens qui sont pas tout à fait d'accord. Alors peut-être quand vous vous habituez, c'est assez cool, mais pour quelqu'un qui commence, utiliser Vuex depuis le début, c'est vraiment pas intuitif. Vous avez besoin de séparer l'état, vous avez besoin de faire une fonction
par mutation de l'état. Donc c'est des fonctions qui prennent une ligne, hein, mais une fonction par mutation quand même, ça fait un paquet à la longe. Ensuite, vous avez besoin de faire des actions, parce qu'en fait, les mutations peuvent être que synchrones. Donc, si vous voulez faire des appels API, ça sera dans une action qui fera une mutation, et ça commence à devenir compliqué. Donc, deux solutions que j'aime bien pour éviter de mettre en place Vuex au tout début, parce qu'on ne sait pas si on va peut-être continuer après à faire une application plus grosse ou pas, et autant pas se faire chier quoi, à mettre une librairie comme Vuex depuis le début. C'est d'utiliser $root ou de partager un objet JS dans les différents datas. Alors, $root, qu'est-ce que c'est? $root, c'est tout simplement une propriété qui est accessible n'importe où, donc dans tous les composants de notre application, et qui fait référence à la racine. La racine, ça va être généralement le new view que vous avez fait quelque part. À un endroit où vous aurez au moins un new view. Et l'intérieur, bah, vous aurez dans votre application, vous avez plein de composants que vous aurez fait pour faire votre startup, par exemple. Et vous pourrez référencer cette instance depuis n'importe où en faisant $root. C'est la racine finalement. Alors du coup, comme vous avez accès à la racine, vous avez accès à tout ce qui est dedans, notamment la data. Donc ça veut dire que si je vais chercher dans root.user et je change l'user par un nouvel objet, ça va faire les changements dont tu as besoin. Donc, si l'HTML en dépend, il se met à jour, etc. Et tout le monde peut être au courant. On peut aller encore plus loin, si on veut pas... On se dit, ah mais je touche à root, c'est un peu sale, c'est vrai, c'est un peu sale. Je vais pas rendre le truc moins sale, mais je vais le rendre un peu plus pratique. Au moins, ça parle un peu plus, parce que passer par le root, ben on se dit pourquoi, alors que si on arrive à passer par quelque chose qui s'appelle $state, ben au moins on sait qu'on est en train de changer l'état de notre application. Alors ça c'est une technique que j'utilise assez souvent, c'est utilisé dans le router aussi. Si jamais vous avez utilisé VRouter et vous avez accédé à $route ou $router, c'est exactement la même méthode. Donc on utilise Object Defined Property, qui est une feature ES5, donc pas disponible sur i8 par exemple, mais de toute façon vu ça marche pas sur i8. Donc on définit sur le prototype une propriété state, et en fait ce qu'on fait, l'objet qu'on voit c'est le descripteur de notre propriété, et on voit une fonction get. Cette fonction get, elle sera appelée chaque fois qu'on essaye d'accéder, de lire $state. Donc en fait dès qu'on fait this.$state, ça va invoquer la fonction et ça va retourner, dans ce cas, this.$root.$data. Alors ça fait beaucoup de dollars. Le $data, ça nous permet de nous limiter à la donnée et du coup éviter de faire des effets de board comme changer des choses qu'on ne devrait pas changer en fait. Et on a exactement le même code qu'avant, sauf qu'on utilise $state, ce qui est un peu plus explicite. On peut faire plus de choses, d'ailleurs avec le root, on peut faire des one-time check, donc par exemple le login classique. On va définir peut-être une fonction login dans le prototype. Alors j'ai pas mis de $, mais j'aurais pu mettre $. Alors là je me suis un peu lâché avec les features ES5, ES6 pardon, ou ES7 même, parce que Async c'est ES7. Donc c'est une fonction qui, je suppose que j'ai un service d'authentification qui renvoie une promesse, donc j'attends que la promesse soit résolue pour récupérer l'user, j'en le mets dans $state.user et je le sauvegarde dans local storage. Et aussi, du coup, dans mon instance vue, ma racine, dans le hook created, donc created c'est un hook qui s'exécute une seule fois, quand le composant est créé. La racine, à l'occasion, elle sera créée une seule fois dans l'application, vu que si tu l'as détruit, c'est que tu as enlevé toute ton application, donc c'est un peu bizarre. Et du coup, ça nous permet d'exécuter le code une seule fois. Et là, on va charger l'utilisateur si jamais il s'est enregistré et il s'est authentifié préalablement. Ok. L'autre option, le state management partagé, c'est quelque chose qu'on voit dans les docs de vue. Et c'est quelque chose que j'ai déjà vu appliquer sur des applications qui migrent progressivement. Alors c'est super pratique parce que si vous n'avez pas une seule instance new view, la méthode que je viens de vous montrer ne marche pas du tout en fait. Mais par contre, si vous avez plusieurs morceaux, donc bon, ça fait des applications un peu monstrueuses, hein, un peu hybrides qui bougent, mais t'as pas le choix des fois si tu veux continuer à développer des features. Et vous pouvez instancier NewView à plusieurs endroits de votre application, et vous pourrez quand même les faire communiquer entre elles. Comment ? En profitant de JS, ce magnifique langage, qui nous donne des objets que par référence, et du coup, si on passe un objet, donc ici on définit un objet en haut, source of truth, il est vide, donc on pourrait mettre ce qu'on veut, on le passe à plusieurs instances vues dans la data,
et ben on va se retrouver avec le même objet partagé partout. Donc si on le modifie quelque part, il sera modifié absolument partout. Et comme il sera rendu réactif, bah, ça va modifier tous les templates aussi. Donc ça va marcher un peu partout comme on s'attend. Alors c'est pas, bien sûr c'est pas super propre, hein, on va pas se mentir, mais si on n'a pas le choix de créer plusieurs instances de vue, c'est quand même la seule façon qu'on peut voir de partager entre différentes instances de vue le même état. Alors quand est-ce que c'est un bon moment pour migrer vers Vuex et ça c'est une question qui est un peu plus compliquée. Et peut-être on va se demander d'abord pourquoi. Qu'est-ce qui nous apporte Vuex qu'on n'a pas en ce moment et qu'on aimerait avoir? Alors il faut savoir que si vous utilisez une solution comme Vuex, comme n'importe quelle solution de state management, vous avez le time traveling qui est assez sympa. Je pense que je ferai une petite démo peut-être après, ça va être plus marrant. Mais vous avez votre état de l'application qui est écarté, et comme on traque chacune des modifications qu'on fait dans l'état, c'est très facile de sauvegarder à chaque fois l'état complet de notre application, et du coup de faire du voyage dans le temps. C'est-à-dire de remplacer l'état par les différentes versions, différents snapshots de notre état. Et comme tout est réactif, parce que c'est comme ça que marche Vue, bah, tout se met à jour automatiquement et ça marche comme une merveille. C'est super pratique notamment pour rejouer les bugs des utilisateurs. C'est-à-dire que on peut très facilement automatiser les erreurs qui se passent en prod, récupérer l'état, l'envoyer sur un service comme Sentry, on récupère ça derrière, on ouvre notre application en mode développement, on ouvre les DevTools, on va sur l'onglet Vuex, on remplace l'état avec ce qu'on récupère de Sentry. Et là on se retrouve, si on a bien fait l'application bien sûr, et si on a bien utilisé l'état de Vuex, on se retrouve dans le même état dans lequel se retrouvait l'utilisateur. Et tout ça, bien sûr, ça donne c'est plus facile de tracer qui est en train de modifier l'état et pourquoi on est en train de modifier l'état. Parce que comme on sait d'où viennent les modifications, et ça c'est inhérent au fonctionnement de Vuex, qui est les mutations et les actions. Alors du coup, quand est-ce qu'on change vers Vuex? Moi, j'aime bien me dire, si je vois que j'ai plus de 5 morceaux de mon état qui sont partagés, je commence à me dire ça serait bien que je commence à passer sur Vuex. Surtout si on voit qu'on a l'intention de rajouter plus. Parce que plus vous continuez à utiliser une solution custom, plus le coût sera élevé de passer sur Vuex. Pourquoi? Parce qu'il faudra remplacer toutes les modifications que vous faites de l'état, dès que vous accédez à l'état, vous ne pourrez pas le faire de la même façon, donc ça sera compliqué. Mais il se trouve que dans la pratique, après, une fois que vous aurez codé sur quelques applications, vous arriverez vous-même à savoir est-ce que c'est un bon moment ou pas pour changer vers Vuex. Donc c'est de suivre votre instinct en fait. Ça arrive assez vite. Je sais que c'est bête comme conseil, mais on se rend compte, bien sûr après avoir utilisé Vuex et après s'être rendu compte de quel est le coût et quels sont les avantages, on se rend compte de est-ce que ça vaut la peine de migrer ou pas vers Vuex. Et j'aimerais finir cette partie pour dire Vuex c'est quand même assez simple. Comparé à Redux, c'est quand même très puissant, mais il y a beaucoup de concepts qui sont pas si faciles. Sur Vuex, tu as un état de state qu'on voit. On répercute l'état sur la vue, donc en fait ça c'est du vue classique, hein, et la nouvelle partie c'est les actions. Alors les actions dans un sens général, et non pas le sens de Vuex, parce qu'en Vuex on a des actions, mais ici c'est plus regrouper les actions et les mutations ensemble. Et en fait, on s'assure que la seule source qui puisse modifier notre état soit ces actions pour pouvoir les tracer. C'est juste ça. Et c'est grâce à ce traçage qu'on arrive à avoir tout l'outillage autour et tous les avantages qu'on a. Migrer à Vuex, par contre, c'est un peu plus compliqué. Faut l'avouer. On commence bien sûr pour créer l'instance du store, mais après il faut bouger l'état qu'on avait mis dans notre instance root dans notre store. Il faut créer les mutations pour gérer les modifications qu'on avait gérées, et ça peut être assez chiant si vous avez vraiment beaucoup de modifications possibles, ou si vous avez beaucoup de propriétés dans votre état. Et vous créez les actions pour des choses qui se passent une seule fois, donc ça s'appelle le check du login, de la personne qui est loguée. Si vous avez des choses asynchrones, des mutations asynchrones, il faudra créer une action et une mutation, bon, à moins que vous ayez déjà lu la mutation. Et il faudra finir par injecter le store dans l'instance root. Et une fois que vous avez fait ça,
c'est le moment de refactoriser et de dire bon bah il faut que je replace mon $store que j'ai mis partout par $state, pardon à l'envers. Le $state, il faut le remplacer par $store en faisant les appels aux mutations, etc., etc. Et c'est là où ça devient plus compliqué. Dans un cas pratique, si vous commencez votre application et vous dites j'ai envie de faire un POC, et vous commencez sur un fichier index.html, ça arrive, hein, et il n'y a rien de quoi d'avoir honte en fait. Vous vous retrouvez rapidement avec un gros fichier de 1000 lignes ou un peu plus, et vous dites à la fin de la journée, bah, j'ai bien codé aujourd'hui. Et sauf qu'en fait, il est temps de diviser un peu votre application, et vous allez vous poser quelques questions. Est-ce que j'ai vraiment un fichier assez gros? Et si oui, bah, j'ai quand même intérêt à séparer rapidement ça en plusieurs fichiers et utiliser un outil comme Poi ou le CLI pour voir que tout marche correctement encore. Et bien sûr après le migrer vers le projet avec le CLI. Si vous voulez vraiment après passer sur une vraie application que vous voulez déployer et continuer à développer en équipe ou autre. Si vous n'avez pas plus de 1000 lignes, vous pouvez directement scaffolder et généralement la transition se fait assez facilement. Vous commencez par créer votre app.vue qui est en fait le composant racine. Vous balancez tout dedans, hop, et voilà, vous avez commencé votre startup. Félicitations. Alors, pour commencer avec Vue, c'est bête, mais commencer avec le guide, le guide officiel. Donc on passe pas mal de temps à travailler sur le guide. Donc initialement, c'était Evan, l'auteur de Vue.js, qui travaillait dessus, la personne à gauche. Après, il y a Chris qui a repris le travail. Et aujourd'hui, on compte aussi avec Sarah Drasner et Alex, donc un autre membre de la core team. Donc, Chris, Sarah et Alex sont aussi 3 membres de la core team qui aident notamment sur la documentation. Et récemment, d'ailleurs, les travaux les plus récents, c'est le cookbook. Je crois que c'est Sarah qui fait ça. Et bon, c'est encore en bêta. Vous pouvez le voir peut-être prochainement. Il est en ligne déjà, on peut déjà s'y balader. En tout cas, il y a plus de 300 contributeurs. Il y a beaucoup de gens qui contribuent. On est toujours ouvert à améliorer cette documentation, voir qu'est-ce qui peut être plus accessible pour les gens qui débutent et qui n'ont pas forcément un background en vue. Ah. Je crois que j'ai... Hop. Je vois rien. C'est disable? Ouais, ça. Voilà. Donc on est toujours à la recherche de feedback pour améliorer cette documentation, pour qu'elle soit accessible à vraiment tout le monde qui veut commencer à faire du Vue. Alors, pour commencer du coup, dans la pratique, je vous conseille vivement d'utiliser les DevTools, de les utiliser dès que possible, comme ça vous vous habituez à les manipuler. Il y a pas mal de petites astuces qu'on peut utiliser, on peut modifier les données directement dans le DevTools, c'est assez sympa. D'utiliser des fichiers Vue, c'est vraiment génial. Je vous conseille vraiment de tester. Si vous utilisez VS Code, qui utilise VS Code ici? Ok. Visual Studio Code, pardon. Oui, t'as raison. Attends, c'est pas l'autre. Ouais, non, c'est Visual Studio Code, t'as raison. Donc, c'est pas mal pour le web. C'est aussi pas mal pour d'autres langages. En C++ aussi, ça s'utilise. En Rust aussi, on peut l'utiliser. Donc, c'est assez sympa. Si vous avez VS Code, je vous conseille Veture. Sinon, si vous êtes sur iMac, sur Vim, il faudra regarder les différents packages qui existent. Si vous êtes sur Atom, je vous conseille vivement de passer sur Visual Studio Code par contre. D'utiliser Poi ou au moins le CLI pour voir un peu qu'est-ce que c'est le Hod Reload, est-ce que c'est cool, spoiler, ça l'est, et vous amuser avec quoi. Et dans la page, dans le guide, vous trouverez en haut à droite une section écosystème. Alors surtout regardez bien parce qu'il y a, enfin regardez bien, allez jeter un coup d'œil quoi. Il y a un chat, il y a un forum, il y a des liens sympas, donc vous pouvez jeter un coup d'œil. Le chat, il est sur Discord, donc je sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais en tout cas c'est super actif, c'est-à-dire qu'il y a 900 utilisateurs en ligne par jour, par jour, il y a 900 en moyenne entre 800 et 900 personnes en ligne, donc c'est très très actif, il y a toujours des personnes qui répondent à des questions, qui participent à des conversations, c'est vraiment génial. Voilà, merci de votre attention. Et je suis là pour répondre aux questions. Oui.
D'accord. Donc, la question c'est, est-ce que Vue est capable de détecter les modifications de propriétés qui sont nestées à n'importe quel niveau dans des objets? Donc la réponse est oui. Donc, il y a un algorithme récursif du coup qui va aller chercher les données aussi profondément que possible. Si jamais tu as des problèmes de performance avec, il faut savoir qu'il y a des astuces pour éviter que Vue observe tout. Enfin, pas que Vue observe, parce que Vue il va observer, mais pour éviter qu'il réagisse au changement, ou surtout pour éviter que la donnée change, et du coup éviter que Vue ait besoin de refaire des renderings, notamment Object Freeze, si jamais ça t'intéresse. Oui. Alors la question c'est, quand on utilise Vuex, est-ce qu'il faut mettre la route de VueRouter, ou peu importe, dans Vuex? Alors si tu utilises Vuex et VueRouter, il y a un package qui permet de lier les deux, qui le fait déjà pour toi. Et en effet oui, des fois c'est pratique, parce que quand tu es dans tes actions ou dans tes mutations, tu as envie de voir qu'est-ce qui est dans la route pour décider de quoi faire, ou aller chercher la donnée ou autre. Et du coup, pas avoir à importer le routeur dans ton store, enfin dans tes fichiers où tu gères ton store. Là, on parle d'applications un peu plus grosses. C'est quand même assez pratique de pouvoir dire, je vais lire la donnée dans mon state directement, dans state.router, ou je crois que c'est ça le nom du module qu'il crée en Vuex. Donc tu as un package pour ça. Oui. Alors la question c'est, est-ce que je conseille TypeScript pour Vue? J'utilise pas, j'ai fait très peu de TypeScript. Je sais on a des membres de la core team qui en font et qui font ça sur des applications à grande échelle. On a notamment Katashin, KTSN du coup ça date son handler sur GitHub, et c'est une image d'un chat. Mais c'est une image, pas une photo. Et t'as Errington quelque chose. Alors il y a une photo de Miku. Si jamais tu vois, Miku c'est une chanteuse virtuelle, je sais pas comment appeler ça. Chanteuse virtuelle, c'est ça le nom. Japonaise. Et il fait aussi pas mal de TypeScript. Et on travaille beaucoup sur les typings, donc pour qu'ils soient à jour et que ça marche autant que possible. Des fois il y a des choses qui marchent pas, comme dans n'importe quelle librairie, mais les gens sont actifs pour y répondre. Je pense que ça peut être sympa. Si tu fais du TypeScript, si t'aimes ça, oui carrément, vas-y, ne te gêne pas, enfin ne te bloque pas à dire non, je vais faire que du JS si tu as envie de faire du TypeScript. Je pense que même c'est peut-être intéressant de commencer d'abord un peu à en faire un peu sans TypeScript au tout début, si tu as envie de tester des choses, mais tu peux faire du TypeScript sans problème avec Vue. Je sais pas si c'était un peu, j'ai passé trop vite sur des concepts peut-être. J'ai allongé pas mal sur ça un truc. Sinon j'aurais dû faire un live coding de passer de to do MVC jQuery à Vue. C'est un peu compliqué. On va s'arrêter là, je pense. Pour les plus timides, n'hésitez pas à lui poser des questions. Oui, bien sûr.